Cette vidéo est sponsorisée par moi. Récemment, j'ai lancé le site wikiarchive.space qui a pour objectif de regrouper la plus grande collection de photos libres de droit sur l'espace en accès totalement gratuit, sans pub et à terme participatif à la manière d'un wiki. Il regroupe d'ores et déjà la plus grande archive disponible sur le web de certaines missions spatiales. N'hésitez donc pas à aller y faire un tour. Dans le spatial, les reports de lancement sont légion. Et pour cause, avec le prix de ce qu'on envoie dans l'espace ou la sécurité des astronautes, la réussite du lancement est essentielle. La plupart du temps, les reports sont dus à la météo ou à un problème technique. Mais pour les astronautes de STS-70, c'est un seul oiseau, particulièrement déterminé, qui va causer un retard de lancement énorme. Le 11 mai 1995, la navette Discovery roule vers le pas de tir 39B en préparation de la mission STS-70, prévue pour un lancement le 8 juin. L'objectif de ce vol est de mettre en orbite le satellite de communication TDRS-G appartenant à la NASA. Ces satellites ont été conçus pour servir de relais de communication avec les différents vaisseaux et satellites scientifiques américains comme la navette spatiale, mais aussi le télescope Hubble. Et dans un futur proche la Station spatiale internationale dont la construction devrait démarrer en 1998. Les déploiements de TDRS permettent de garder une communication quasi constante avec les vaisseaux, là où auparavant le contact dépendait de stations au sol, moins nombreuses et ne couvrant pas tout le globe, avec des faiblesses notamment dans l'océan Pacifique. Pour cette mission, il n'y aura pas 7, mais 5 astronautes seulement. Leur particularité, c'est que 4 d'entre eux sont originaires de l'Ohio. Autre aspect symbolique, ce sera le 100e vol spatial habité américain, 34 ans après celui d'Alan Shepard. Au-delà de ça, la mission s'annonce tout à fait routinière. Seule nouveauté technique, un des 3 moteurs principaux de la navette est le premier d'une nouvelle génération, le Block 1. Il promet une meilleure fiabilité et s'il fonctionne bien, les moteurs Block 1 remplaceront définitivement les anciennes versions sur STS-73. Tandis que le 11 mai 1995, Discovery roule vers son pas de tir, le futur contenu de la soute est chargé dans un conteneur hermétique pour être amené plus tard à la navette. Aucun problème n'est signalé, ce 100e lancement habité américain s'annonce donc comme une formalité. Et c'est tant mieux car il y a une contrainte de date avec ce lancement. En effet, la navette Atlantis est elle aussi présente sur un pas de tir, le 39A. Sa mission, STS-71, consiste à rejoindre la station Mir et effectuer le premier amarrage américain à la station russe. Son lancement est prévu à la fin du mois de juin, 3 semaines après celui de STS-70, et la NASA n'a pas l'infrastructure nécessaire pour que 2 navettes soient en vol au même moment. Discovery ne peut donc pas se permettre trop de retard, sous peine de devoir laisser sa place et attendre qu'Atlantis finisse toute sa mission. Dans le spatial, les retards ne sont pas rares. Entre les problèmes lors de la conception des satellites et les sondes et les reports de lancement, mettre un objet en orbite est rarement fait aux jours et heures prévus sur le papier. On peut prendre comme exemple récent le rover européen Rosalind Franklin, ou ExoMars, qui devait initialement se poser sur Mars en 2018, puis 2020, et qui est désormais prévu pour 2022 à cause d'une succession de retards dans sa conception et de problèmes lors de tests. C'est également le cas pour le satellite militaire américain NROL 44, qui devait décoller en juin 2020, puis août 2020, et qui a essuyé report sur report en septembre à cause de problèmes sur le pas de tir et sa fusée en Floride. En général, les causes de report d'un lancement sont une météo défavorable, un avion ou un bateau dans la zone d'exclusion, ou un problème sur les systèmes de la fusée. À l'époque de la navette spatiale, la complexité même de l'engin multipliait le risque de problèmes techniques. Malgré la redondance de la majorité des systèmes, souvent doublés voire quadruplés, la sécurité amenait souvent à des reports et parfois au tout dernier moment. C'est une des raisons pour lesquelles certains numéros de mission ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique de lancement. Et dans le cas que l'on aborde aujourd'hui, c'est pour cette raison que STS-71 partira finalement avant STS-70. Le Kennedy Space Center a été construit à l'origine sur des marécages floridiens,
le terrain de jeu favori d'énormément d'espèces animales. Depuis les plages de Merritt Island, il n'est pas rare d'apercevoir des dauphins et des lamantins, et dans les étendues d'eau baignent des dizaines d'alligators. La zone est également prisée par les fourmis rouges, les ratons laveurs, les lynx et panthères de Floride. Dès le départ, la NASA, en s'installant là, a compris qu'il faudrait cohabiter avec toute cette vie sauvage. C'est pourquoi aucun animal n'est chassé, et ils ont le droit de se balader librement sur tout le complexe de la NASA, à l'exception des zones dangereuses. Parfois, les alligators essayent d'escalader les clôtures des pas de tir, enthousiastes à l'idée de mâchouiller les câbles et les conduites, mais jusque-là, aucun incident grave n'a été causé par cette vie sauvage. Du moins jusqu'en 1995. Alors que les préparatifs de STS-70 vont bon train sur le pas de tir 39B, les techniciens remarquent soudainement des trous inhabituels sur la partie supérieure du gigantesque réservoir extérieur de la navette. En regardant les images des caméras de surveillance, le coupable est vite identifié. Il s'agit d'un pic flamboyant. Et ce seul oiseau a creusé une centaine de trous de 1,7 à 10 cm de diamètre dans la mousse isolante, des trous tellement profonds qu'ils atteignent le métal du réservoir. Du point de vue de l'oiseau, ce gigantesque arbre orange était parfait pour creuser un nid de 30 cm de profondeur. Mais après avoir creusé un trou de quelques centimètres, il s'est aperçu que son bec heurtait l'aluminium du réservoir, trop dur à percer. Il est donc allé creuser un autre trou, rencontrant exactement le même problème, et ainsi de suite, une centaine de fois. Sachant qu'il est impossible de réparer tous ces dégâts sur le pas de tir, il va falloir ramener la navette dans le bâtiment d'assemblage, réparer, et recommencer tout le processus de préparation au lancement. Une semaine avant le décollage prévu de STS-70, il devient clair qu'il va falloir reporter. Cette nouvelle se répandant dans les médias, le parc d'attractions d'Universal en Floride invite les astronautes de STS-70 pour une visite en compagnie de la mascotte de la firme, Woody Woodpecker. À cette occasion, ils offrent au contrôleur de Houston une grande peluche du personnage à garder pour la mission. Le patch officiel de STS-70 trouve également une variante, avec derrière la navette ce bon vieux Woody Woodpecker. Pendant ce temps, dans le Vehicle Assembly Building, on passe une semaine à boucher les trous, et la nouvelle date de lancement est fixée au 13 juillet. Mais il faut surtout s'assurer qu'une fois la navette à nouveau sur le pas de tir, elle ne se fasse pas à nouveau attaquer par un pic énervé. Des idées arrivent des quatre coins du monde pour permettre à la NASA et sa toute nouvelle cellule de recherche, BIRD, de résoudre le problème sans porter atteinte à la nature. Les techniciens installent d'abord des ballons, munis de gros yeux, au niveau supérieur de la navette et une statue de chouette en plastique. Mais ce n'est pas suffisant. Très vite, on se rend compte que les pics sont très malins et si la chouette ne bouge pas, ils n'en auront pas peur. C'est là qu'est créée la patrouille des pics. Ces hommes et femmes vont se relayer sur le pas de tir durant les jours qui séparent la navette de son lancement, afin de non seulement changer régulièrement la chouette de place, mais également utiliser une corne de brume pour faire fuir tout oiseau tentant une approche. Les secrétaires du bureau du Kennedy Space Center, les seuls employés à travailler durant le week-end, sont également missionnés quand les techniciens ne travaillent pas. Sandy Lee Morgan se souvient. You know, you felt like if you could put your hand out, you could touch the tank. You felt like that, but I'm sure it wasn't true. I'm sure it was much farther than that. But it was quite exciting. I mean, that was probably the most scary thing I've ever done in my life. I don't think I saw any woodpeckers land any of the 4 days that I worked. It was a beautiful experience to be that close to the shuttle, to be on the pad, and to see all the beautiful scenery. Un système automatique est également installé et diffuse fréquemment des cris de chouettes et d'autres prédateurs du pic sur le pas de tir. Ces mesures seront un succès car aucune autre attaque de pic n'aura lieu. Seul inconvénient, les techniciens du pas de tir se plaindront de ces cris de chouettes incessants durant toute leur journée de travail sur la navette. Le 13 juillet 1995, STS-70 décolle du pas de tir 39B. Elle part une semaine après le retour de STS-71 qui lui aura volé la vedette pour le 100e lancement habité américain. Le lancement de Discovery se passe bien, mais cette histoire de pic continue à 1500 km de là. Rob Kelso raconte. En tant que directeur de vol principal sur STS-70, c'était une des missions les plus inhabituelles que j'ai jamais faites. Cette attaque de pic sur le réservoir externe en faisait rire certains et en énervait d'autres. L'équipage m'avait demandé de ramener la peluche de Woody Woodpecker à Houston pour la mission. Woody et moi avons pris un vol d'Orlando à Houston ensemble.
J'ai donné à Woody un t-shirt de la mission, un badge d'accès au Mission Control et un casque de communication. Il a passé un shift entier à se balader entre les différentes positions des contrôleurs, y compris à celle de directeur de vol. Ma console était souvent filmée sur NASA TV, et des gens ont vite remarqué Woody avec moi. Plus tard, dans la mission, le téléphone rouge de ma console a sonné. Il était réservé aux appels très importants. J'ai décroché, et à l'autre bout du fil, c'était l'administrateur de la NASA. Au début, j'ai cru qu'il m'appelait pour nous féliciter du bon déroulement de la mission, mais ce n'était pas du tout le cas. Il m'a dit qu'il était furieux que ce satané oiseau ait causé un report du lancement, et ne voulait pas de Woody au Mission Control, et encore moins sur NASA TV. Je n'avais pas le choix, j'ai donc mis Woody dans une salle annexe, hors de la vue des caméras. Quelques années plus tard, j'étais au Kennedy Space Center pour une réunion. Dans le couloir du centre de contrôle de lancement, il y avait une vieille console de l'époque pour décorer. En la regardant, j'étais bouche bée. En plein milieu, ils avaient installé un bouton rouge, appelé « corne de brume anti-pic ». Même si les pics n'attaqueront plus jamais une navette spatiale jusqu'à la fin du programme en 2011, Discovery aura l'occasion de se venger de l'attaque injuste qu'elle a subie en 1995. Lors de la mission STS-114, presque 10 ans jour pour jour après le lancement de STS-70, un oiseau, sûrement sonné par le vacarme, frappera le réservoir externe avant de disparaître sous l'œil attentif d'un caméraman. Plus tard, lors de STS-119, une chauve-souris, accrochée depuis quelques jours au réservoir externe de Discovery, encore une fois, refusera de s'en aller malgré les nombreux avertissements sonores sur le pas de tir. Changeant régulièrement de place au fil des heures, ce que l'on sait, c'est qu'elle était bien présente sur le réservoir lors du lancement, mais son sort est inconnu bien que sa survie est peu probable. Enfin, en 2013, sur la base de lancement de Wallops près de Washington DC, une fusée Minotaur, qui lançait une sonde à destination de la Lune, a elle aussi surpris un résident local du pas de tir. Sur la photo d'un appareil déclenché à distance, opéré par Chris Perry, on peut apercevoir une grenouille, ou un crapaud, éjecté dans les airs. Son sort est lui aussi inconnu malgré les recherches intensives dans la zone présumée d'atterrissage du batracien. Heureusement, encore aujourd'hui ces incidents restent rares, et la NASA continue de mettre un point d'honneur à préserver la vie animale autour des pas de tir, beaucoup des espèces évoluant là étant protégées ou menacées. J'espère que cette vidéo sur STS-70 vous aura plu et elle était sponsorisée par un projet personnel non lucratif. Donc c'était pas vraiment une sponsor. Mais sur wikiarchive.space vous trouverez près de 20 000 photos d'Apollo, presque autant de navettes spatiales et une page dédiée à la vie sauvage en Floride dont le lien direct est dans la description. Merci à tous mes soutiens Utip et abonnés payants de YouTube qui sont d'une grande aide pour soutenir la chaîne, mais aussi ce genre de projet qui est complètement bénévole que ce soit pour moi ou les autres contributeurs. Bref, bonne visite si vous allez voir le site, et nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!